Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Reflet TV. Vous suivez Entre deux News, l'émission qui ausculte, décortique et interroge les vérités officielles. Ce soir, deux sujets phares, deux sujets d'actualité pour croiser la croisée du politique et du spirituel. D'un côté, la commission électorale indépendante CEI qui tend la main aux confessions religieuses, initiative inédite ou manœuvre de façade. De l'autre côté, le PDCI RDA qui se cherche un avenir et trouve un seul nom, Tidiane Thiam, son président. Unanimité sincère ou verrouillage organisé avec nos 4 consultants du jour. Nous allons décortiquer sans concession les ressorts, les failles, les silences et les non-dits sans faux fuyants ni langue de bois à ces sujets. Avec moi ce soir, Lancina Karamoko, bonsoir à vous. Bonsoir. Nouveau consultant sur l'émission 2 News. Bonne saison à vous. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être là. Plaisir partagé. Arsène Anoma, consultant analyste politique, bonsoir à vous également. Bonsoir, M. Sidik. Bienvenue pour cette nouvelle saison. Merci. Et Michel Beta, directeur général du quotidien Le Bélier, bonsoir. Bonsoir, Sidik. Et un nouveau consultant, un nouveau visage, docteur Ouattara. Bonsoir à vous. Bonsoir, Sidik. Merci d'avoir accepté de faire partie de cette équipe de consultants Ouattara Daouda, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, sans tarder, nous allons regarder ce reportage de la rédaction de Reflet TV à l'occasion de la rencontre entre la commission électorale indépendante CEI et les confessions religieuses rencontre qui s'est tenue ce matin. On regarde et on revient juste après. À l'approche des élections présidentielles, souvent synonymes de tensions et de divisions en Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante prend le devant pour apaiser les esprits. Ce mercredi, l'institution électorale a organisé une réunion d'information et d'échange sur le processus électoral avec les confessions religieuses dans le but de favoriser un climat de confiance et de sérénité. Il n'est pas inutile de rappeler qu'en 2020, nombreux sont les candidats qui ont accusé la commission électorale indépendante d'avoir été à l'origine du rejet de leur dossier de candidature parce que, ont-ils dit, l'annulation ultérieure de certains parrainages qu'ils avaient obtenus sur la base de la liste provisoire les avait empêchés de remplir les conditions d'éligibilité tenant au parrainage, ce qui a justifié la recommandation qui consistait à mettre à leur disposition la liste électorale définitive et non la liste électorale provisoire. Au total, prendre la décision de conduire une révision de la liste électorale avant l'élection présidentielle exposerait inévitablement la commission électorale à un dépassement des délais constitutionnels et légaux. Vous savez, une fois que vous êtes informé, vous dites des choses justes. Mais quand vous n'êtes pas informé, vous partez de ce que les autres disent. Vous dites que et vous vous trompez de route. Alors je souhaiterais que ces gens de rencontres, ces cadres d'échange, je sais que dans son discours, il a parlé d'un cadre d'échange permanent. C'est tellement important. Alors quand nous avons un déficit d'information, déficit de communication, et les résultats, nous le savons. Comme lors des scrutins précédents, la peur s'installe progressivement dans les foyers ivoiriens. La CEI mise sur le dialogue avec les leaders religieux, garants de la paix et de la cohésion dans leur communauté. Lors de cette rencontre, les représentants des différentes confessions ont été informés des étapes du processus électoral. Depuis la création 2001 jusqu'à maintenant, à chaque élection, il y a toujours des problèmes. À chaque élection, il y a toujours des problèmes. À la veille de chaque élection, il y a toujours des problèmes. Et vous, les hommes religieux, vous en avez fait les frais, vous aussi. En 2014, la loi a bien voulu désigner les hommes de Dieu au sein de la commission électorale indépendante, alors que vous avez bien travaillé. En 2015, vous avez organisé les élections en Côte d'Ivoire ici, sans bruit. Je pense que nous allons nous faire fort de faire le bon relais et de donner la bonne information que nous avons, n'est-ce pas, eu ces jours. S'il y a la peur, nous allons prier pour que les causes des peurs ou de la peur disparaissent. Cette initiative s'inscrit dans une série d'actions que la CEI entend multiplier avec les acteurs de la société civile, les médias et les partis politiques dans le but de bâtir une élection inclusive, crédible et apaisée en octobre 2025. Voilà une rencontre inédite par certains comme un signal d'ouverture, critiqué par d'autres comme un artifice de communication.
Lansina Karamoko, quel sens donnez-vous à cette rencontre entre le président de la CEI et les confessions religieuses? Merci beaucoup. Je crois que cette activité qui a été initiée par la CEI avait plusieurs objectifs. Il y a le partage d'informations. Il y a aussi le fait que le président de la CEI veut prendre à témoin les hommes de Dieu. Et puis aussi, il voulait prendre leur avis. Maintenant, quels étaient les objectifs? Est-ce que ces objectifs ont été atteints? Nous aurons l'occasion de dérouler tout cela. Bien. À Michel Betta, on se demande aussi pourquoi maintenant? Qu'est-ce que cette temporalité est-ce que cette temporalité aussi, en tout cas, vous pourriez l'expliquer à nos téléspectateurs? Vous savez, avant que j'arrive sur ce plateau-là, la rencontre avait été annoncée par les médias. Donc, sur tous les médias, on a vu des bandeaux d'annonce de cette rencontre entre les religieux et la commission électorale indépendante, son président particulièrement. Et il y a un ami qui me disait, tu sais Michel, quand les institutions appellent comme ça les religieux au secours, c'est qu'ils ont abandonné leurs devoirs. C'est-à-dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? La CEI, elle est totalement discréditée. Et elle veut faire un numéro de charme aux religieux qu'elle veut appeler au secours. Mais la confiance, là, ça ne se proclame pas. Ça s'obtient par des actes concrets. Aujourd'hui, je ne cacherai pas mon sentiment. En fait, c'est une CEI qui se cherche et qui cherche des soutiens. Je le dis, la confiance que la CEI veut obtenir, là, elle se bâtit par la transparence dans une institution, une architecture institutionnelle, dans la confiance. Elle a perdu cela. Elle a perdu totalement au point que, on l'a dit souvent sur certains plateaux, que des partis politiques lui ont ôté totalement leur confiance. Aujourd'hui, la CEI veut se donner un blanc-seing, elle appelle les religieux au secours. Mais la foi, là, la foi, c'est sacré. Mais quelle réforme après les discours? On a fait quoi quand on a fini de se rencontrer? Ce n'est qu'une rencontre de façade. C'est à cela ça ressemble. Moi, je pense que la CEI devrait plutôt s'interroger sur elle-même que de vouloir chercher des soutiens partout. Bien. Les religieux ont toujours joué leur rôle. Je me souviens qu'en 2000, c'est les religieux autour de la CEI qui ont aidé à la manifestation de la vérité. Aujourd'hui, il y a certains religieux pendant ce discours-là qui ont dit des choses intéressantes à la CEI. Ils ont dit clairement au président de la CEI, va faire en sorte que, si tu as un poids encore, fais en sorte que cette élection soit inclusive et elle puisse être transparente. C'est ce qu'ils lui ont demandé et je pense que si ce message a été compris, si la CEI entreprend des réformes courageuses, nous arriverons à quelque chose de positif. Bien. Mais selon la rencontre en elle-même... Docteur Ouattara, même question. Est-ce que vous partagez déjà ce même avis? Oui, je partage cet avis parce Alors, si vous partagez cet avis, est-ce que les confessions religieuses étaient-elles les mieux placées pour ce type de concertation? En effet, les confessions religieuses sont les mieux placées, les mieux outillées d'ailleurs, pour régler cette question. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que nous tendons vers les échéances électorales d'octobre à venir, la CEI s'est rendue compte, ou bien se rend compte qu'elle a perdu la crédibilité de la majorité des Ivoiriens. Alors, comment rattraper la situation? On fait appel aux confessions religieuses pour expliquer l'impartialité de cette institution et mettre ces chefs religieux-là, comment on appelle ça, en mission pour expliquer l'impartialité de l'institution à la population, en même temps appeler à l'apaisement et puis faire de telle sorte que la population puisse regagner la confiance ou que la CEI puisse regagner la confiance de la population. Bien. Voilà. Alors Arsène Anoma, Ibrahim Koulibaly Kuibié, président de la CEI, a dit en substance, je cite, « Il y a un souci quand un candidat dit et pense que la clé de son succès à une élection est entre les mains de ceux qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale. » Quelle lecture, quel commentaire faites-vous de cette citation de ce jour? Moi, d'abord, par rapport à ce qu'a dit le président de la CEI, ça va dans la droite ligne du travail que la CEI fait depuis toujours, avec son président à sa tête. C'est de dire aux Ivoiriens et aux potentiels candidats que l'élection ne se gagne pas à la CEI, que ce n'est pas la CEI qui proclame des résultats imaginaires, que la CEI ne fait que proclamer
le résultat des Ivoiriens sortis des urnes. Ce n'est pas la CEI qu'on gagne les élections. Donc moi, je suis parfaitement d'accord avec ce qu'a dit le président de la CEI. Et puis, revenant sur les conclusions, je peux dire, cavalières qu'ont fait mes deux co-débatteurs sur la rencontre aujourd'hui. Moi, je ne sais pas si nous vivons dans la même Côte d'Ivoire et si nous voyons la même CEI, mais si nous avons suivi le même compte rendu de cette rencontre-là. Parce que pratiquement tous les chefs religieux, durant cette rencontre-là, ont félicité le président de la CEI, ont félicité la CEI pour le travail qui est fait. On ne peut pas reprocher... de féliciter la CEI. Oui, non, mais ce sont des guides religieux. Ce sont des guides religieux. Moi, je pense qu'ils ont le devoir moral de dire la vérité. On ne pourra pas... Je ne t'ai pas... Vous aurez l'occasion, docteur, tout à l'heure. Un instant, allez-y. On ne pourra pas faire un reproche au père, par exemple, à Bécan, d'être quelqu'un qui est sous injection de la CEI. Mais le père Abeka a bien dit qu'aujourd'hui, après cette rencontre avec le président de la CEI, il a appris des choses, il avait des idées précautions en tête. Aujourd'hui, cette rencontre-là lui a lavé l'esprit et il a bien félicité le président de la CEI et il a appelé à continuer ce genre de rencontres. Et pour moi, ce sont des rencontres à saluer. La CEI est dans son rôle, c'est d'expliquer aux Ivoiriens son processus et lever toutes les équivoques. Maintenant, ceux qui refusent de voir que la CEI est impartiale, la CEI est dans son rôle, c'est des personnes qui ont un agenda caché, qui font de la CEI bashing, c'est tout. Sinon, la CEI joue son rôle. Et aujourd'hui, ça a été certifié par les chefs religieux à qui on ne peut pas faire injure de dire qu'ils sont corrompus, c'est là. Parce que nous avons tous vu, par exemple, la conférence des évêques catholiques qui a fait des recommandations assez vigoureuses contre la CEI. Mais aujourd'hui, l'un de leurs membres, qui est le père Abékan, a félicité la CEI pour le travail qui est fait. Et la majorité des chefs religieux l'ont dit. Donc pour moi, c'est une action à saluer et je pense que la majorité des Ivoiriens saluent cette pédagogie de la CEI. Merci. Alors, docteur Daouda Ouattara, vous avez l'occasion de rebondir en même temps, donner votre avis sur cette citation de Coulibaly Kubia. Quand il dit qu'il y a un souci lorsqu'un candidat pense que la clé de son succès se retrouve entre les mains de ceux qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Effectivement, mais avant de revenir à la question, je vais rebondir rapidement sur ce qu'a dit Anouma. En fait, comme il pense que la CEI est tellement impartiale, la CEI est tellement bien dans sa composition, pourquoi est-ce que le PDCI, le PPACI et les autres partis satellites qui gravitent autour de ces partis-là se retirent de cette CEI? Mais ils se retirent parce qu'ils ne veulent pas aller aux élections. Si tout allait bien, comme vous le dites, pourquoi est-ce que ces partis se retirent? Mais c'est pas qu'ils se retirent parce qu'ils ne veulent pas une élection. C'est parce que ça ne va pas. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parce que la CEI, c'est parce que ces partis jugent que la CEI est inféodée, qu'ils sont en train de sortir. Vous voyez, voilà, tout n'est pas vert à la CEI. Voilà. Donc, pour revenir à la question, tu peux être un candidat, tu peux avoir fait le terrain, tu peux avoir tout fait, tu peux avoir le vote de la majorité, mais si à la CEI, si la CEI ne fait pas peut-être un travail impartial. Mais il y a des moi, je me demande si M. Daouda a déjà... vous n'avez pas la parole, attendez. Vous pouvez faire tout le travail, non. Vous pouvez faire tout le travail. Il a dit, je cite... Comment expliquez-vous le fait qu'il y a des candidats indépendants qui sont élus par cette même CEI? Aux élections présidentielles, moi je n'ai pas... Non, législatives et municipales. Non, aux élections législatives, municipales et autres, c'est différent des élections présidentielles. Voyez-vous, à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, les partis politiques ciblent toujours la CEI. Par contre, quand il y a une élection locale, personne ne parle de la CEI. Non, tout se passe bien. Les récentes élections, tout se passe bien. La CEI centrale n'est pas indexée, comme c'est le cas à chaque fois qu'il y a les élections présidentielles. Elle a toujours été indexée. Elle a toujours été indexée, mais de façon, à un moindre niveau, pas comme les élections présidentielles. Bien. Alors merci, Michel Betta, allez-y. Oui, moi personnellement, je pense qu'en le disant, même le président de la CEI montre sa partialité. Voilà. Il y a certains candidats qui pensent que leur victoire viendra de ceux qui ne sont pas inscrits. Mais il parle de qui? Il parle de qui? Il faut lui demander. Monsieur le Président, c'est qui vous a fait cette observation-là? De qui parle-t-il? Voyez-vous, moi j'ai dit, le président de la CEI, il ajoute à son discrédit. Il faut le dire, il faut le lui dire. Il ajoute à son discrédit et c'est dommage. Parce que son discours ressemble plus à un discours RADP qu'à un discours du président de CEI. C'est un discours qui tient, prétendant que c'est un candidat. Mais on sait à qui il s'adresse, même si on ne le dit pas. On sait vers où ils... Bon, peut-être c'est vous qui savez. Non, je le sais, parce que nous sommes contemporains de notre histoire et nous suivons l'actualité.
parlez-vous, c'est des propos qui n'ont pas de raison d'être. Aujourd'hui, il est en train de conduire une régulation, un processus électoral qui s'en tienne à son processus. S'il a des options à faire à certains acteurs politiques, il a un cadre, il peut le faire. Aujourd'hui, je pense que les religieux lui ont dit ce qu'il fallait faire. S'il a encore de l'autorité, s'il a encore cette volonté d'aller à des élections apaisées, à des élections transparentes, à des élections crédibles, qu'il aille vers ses mandats pour leur dire aujourd'hui, les Ivoiriens ont besoin d'élections inclusives, afin que le processus que nous devons conduire, puisqu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, les partis politiques ont demandé plusieurs choses, mais il y a une chose qui est cruciale, c'est l'exclusion qui se dessine pour certains. Ce qui se dessine encore, c'est la volonté de faire en sorte que la liste électorale, sur laquelle tout le monde s'accroute pour aller au processus, est truffée d'irrégularités. Et ça, la CEI même l'a reconnu. Mais elle a indiqué que c'est lié à certains arrangements qui ont été faits. Même si ces arrangements ont été faits, on peut aussi faire des arrangements pour les corriger. Merci Michel Betta. Lansina Karamoko, en quoi cette démarche peut-elle apaiser les tensions ou au contraire les raviver? Quibet, le président de la CEI, il a eu le nez creux. Parce que certains partis politiques, pour ne pas dire l'ensemble des partis politiques, pensent que les élections se résument à leur intérêt partisan. Il n'y a pas que les militants. Il y a d'ailleurs même combien de militants encartés qui peuvent être revendiqués par les partis politiques. On sait que le gros des électeurs, c'est la société civile, ce n'est pas que des militants. Et donc, puisque les partis politiques sont focalisés, sont vraiment braqués, il allait vers les populations de façon générale parce que, quoi qu'on dise à partir, n'est-ce pas, des statistiques, au moins 80% des Ivoiriens sont des hommes de foi, des religieux, des religions. Donc, il a dit, bon, il faut que je rencontre les religieux pour parler avec eux, pour leur exposer les choses. Et les résumés que nous avons suivis avec les différents porte-paroles de ces guides religieux-là indiquent de façon très claire que Quibet a atteint son objectif parce qu'il a eu le temps de leur développer dans un cadre où les gens l'ont écouté. Qu'est-ce qui se passe à la CEI depuis sa création jusqu'au jour d'aujourd'hui? Et nous, population qui avons suivi ça, on en tire quand même quelques informations. Et par exemple, Quibet a dit qu'il y a 2 ans, je crois de cela, un arrangement au niveau de la commission centrale était clair qu'il faut faire tous les 2 ans une révision électorale. Au lieu de 1 an comme consigné, se faire de façon annuelle. De façon annuelle. C'est un accord. Est-ce que la population ivoirienne est informée de ces arrangements? Mais puisque cette population ivoirienne est représentée dans la commission centrale, c'était aux représentants des différentes couches sociales de relayer les formations. On a découvert quand même que c'est tous les 2 ans, et si possible, en année électorale. On a aussi appris de la bouche des religieux qu'à un moment donné, ils sont allés vers les autorités compétentes en charge de la gestion des élections pour que les religieux qui avaient été retirés puissent réintégrer. Et les partis politiques se sont catégoriquement opposés, ont refusé que les religieux intègrent la commission électorale. C'est des informations que le commun des Ivoiriens n'avait pas. Et je crois que Quibet, il a eu le nœud creux parce qu'aujourd'hui, vraisemblablement, tout le monde est informé et on sait que les partis politiques jouent, n'est-ce pas, à des gens qui sont morts. Alors on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Alors, le président de la CEI s'indigne et s'interroge aussi du fait que lorsque les partis donnent leur mot d'ordre, leurs représentants sortent de l'institution et il dit en substance, c'est cela la commission électorale indépendante, s'interroge-t-il? Comment vous réagissez face à ces propos? Non, mais moi, en fait, tout ça participe de la duplicité des partis, de certains partis de l'opposition. Parce que, comme l'a dit le président Quibet, tout à l'heure, mon frère docteur disait que les mandants, M. Betta, les mandants. Mais lorsqu'on entre à la CEI, on n'est plus mandant de quelqu'un. Mais on a été désigné par un parti politique. Non, on a été désigné par un parti politique, mais on n'appartient plus au parti politique. On est nommé par décret et on prête serment devant le Conseil constitutionnel. Quitter la CEI sous injection de son parti politique, c'est un parjure. Et c'est quelque chose qui est condamnable parce que tu romps un serment que tu as pris. Est-ce que la Constitution condamne cela?
Mais tu as... Si vous prouvez, non, attends. Mais quand tu... En fait, le problème, c'est tellement que la Constitution ne le condamne pas, mais tu prêtes serment. C'est que tu t'es dédié, et c'est un acte grave, parce que l'homme ne vaut que par sa parole. Et ce sont des responsables. Tu prêtes serment de servir ton peuple. Et finalement, on te donne une injonction de sortie et tu sors. Et par exemple, lorsqu'on parle du fait que les guides religieux, mais ces mêmes guides religieux-là, beaucoup étaient présents à la CEI. Le guide actuel du COSIM, le Cheikh Bouakari. Non, Ousmane Diakité. Ousmane Diakité. C'est lui qui était le représentant de la communauté musulmane au sein de la CEI. L'abbé Boni, ils étaient à la CEI. C'est eux qui ont organisé les élections de 2015. Mais ils ont été sortis par les partis politiques, sans aucune raison. Aujourd'hui, le président Kubia a bien fait de rencontrer ces personnes-là qui ont travaillé aussi avec lui et qui connaissent les réalités. Mais après les explications qu'il a eues, ils se sont rendus compte que tout ça, ce sont des écrans de fumée et qu'il n'y avait rien à reprocher à la CEI. Il n'y avait rien à reprocher, si ce n'est des manœuvres dilatoires. Bien, merci. Merci. Michel Betta, ensuite vous. Michel Betta, l'un des responsables des confessions religieuses présentes ce jour, a proposé que lorsque la CEI remplace des personnalités ou des personnalités décident de sortir, il propose de remplacer ces personnalités par des guides religieux. Quelle lecture faites-vous de cette proposition? Ils étaient partis chercher des postes? Je ne sais pas trop. C'est ce qu'il a proposé en tout cas. Il dit vu que d'autres s'en aillent, il faut remplacer par des Tout est encadré par des lois. Tout est encadré par des lois. Si certains estiment qu'elle peut faire partie de la commission, il n'a qu'à saisir l'Assemblée nationale et les lois seront votées en fonction. Moi, je crois que cette manière cavalière de donner un blanc-seing à ceux qui sont en train de détruire le processus électoral, ce n'est pas la bonne manière. Parce que quand tu dis, mais ceux-là, ils ne sont pas sortis au hasard. Ils ont appelé à un dialogue depuis plus de 2 ans. En fait, l'impression que c'était donnée, c'est à croire qu'à 6 mois des élections, l'opposition décide de sortir du processus électoral. Mais c'est ça. Non, c'est faux. L'opposition ne veut pas les élections. Parce qu'elle sait que c'est la battue. Non, s'il vous plaît, vous avez votre calendrier caché. C'est vous qui avez un calendrier caché. Je veux dire, depuis 2 ans, l'opposition a appelé au dialogue. Et c'est au prix de ce dialogue-là. Mais il y a eu plusieurs dialogues politiques par le passé. Non, elle a fait plusieurs concessions. Et elle voit que le retour, c'est cette oreille inaudible du pouvoir et c'est ce mépris du pouvoir. Au contraire, c'est mépris du pouvoir. C'est ce qui a poussé l'opposition aujourd'hui à demander son retrait de ce processus-là. Donc, comprenez ça comme un ras-le-bol. C'est un acte de conscience nationale. Pour ne pas que ces élections-là, merci Michel Betta. Merci. Merci. On vous a... Non, vous n'avez pas encore la parole. Docteur Ouattara. Si moi vous demandez à ce que... Merci. Non, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. On va reprocher cela dans vos temps de parole. Alors, docteur Ouattara, proposer des guides religieux au sein de la CEI, est-ce que vous partagez ce même avis? Mais l'entrée ou pas des chefs religieux dans l'équipe de la CEI ne va pas résoudre le problème. Vous n'avez pas confiance donc aux religieux, c'est ça? Non. En fait, le problème est plus profond que ça. Voilà. Figurez-vous que depuis 2000 jusqu'à 2025, ça fait pratiquement 25 ans. C'est ça? Ça fait 25 ans. En 2000, quand de 1960 à 2000, c'est le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections en Côte d'Ivoire. Après 2000, les politiques ont décidé que ça ne serait plus le cas. Mais ils vont mettre en place une commission électorale indépendante. En 2000, après les échéances électorales, Honoré Guy a été séquestré. On a vu ce que ça a donné. En 2010, Youssouf Bakayoko, à la tête de la CEI, on a vu ce que ça a donné. En 2015, on a vu ce que ça a donné. 2020, on a vu ce que ça a donné. 2025, la même rengaine. C'est du copier-coller. Nous n'apprenons pas des erreurs, de nos erreurs. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est changer carrément la composition de la CEI. Faire prendre, par exemple, le cas du Ghana, où le président de la CEI est nommé à vie, lui et ses 2 vice-présidents. Et puis tous ceux qui vont travailler à la CEI, soit des fonctionnaires, soit... C'est une question qu'on vous pose. Non, c'est un exemple. Celui qui sera nommé à vie ne doit pas être affilié à un parti politique. Même si tu appartiens à la société civile, même si tu appartiens à la société civile, tu n'as pas accès à la CEI. C'est-à-dire les hommes, ce sont des hommes de probité, des hommes intègres, qui ne sont issus d'aucun parti politique, d'aucune société civile, même
même si ces derniers ont eu déjà à militer au sein d'un parti, on ne doit pas les amener vers la CEI. Alors, dernière question. Merci. Voilà, est-ce que c'est la solution, ces propos? Pour réformer la CEI. On a le cas du Sénégal où l'administration publique organise les élections. Moi, je pense que le problème en Côte d'Ivoire, c'est la mauvaise foi. Lorsqu'il donnait l'exemple de 2000-2010, c'est toujours généralement la même personne la mauvaise foi de toute la classe politique. Qui refuse les résultats des élections, qui envoie tout ça. Et lorsqu'il parle de pourquoi c'est la présidentielle, mais la présidentielle, parce qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes dans un régime présidentiel. L'élection, le président de la République, c'est la clé de voûte des institutions. Donc, tout le monde, tous les candidats veulent le président de la République pour pouvoir diriger le pays. C'est à cause de ça, la présidentielle, qui s'agit des débats. Et c'est la mauvaise foi. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, avec la mentalité actuelle que nous avons, surtout de l'opposition, quelle que soit la personne qui sera nommée à la CEI, il aura toujours des problèmes parce que cette personne-là ne trouvera jamais grâce à à moins que ça ne se passe que, comme le président Gbagbo l'avait dit, s'il nommait un ami à la tête de la CEI, comme il avait nommé en son temps son ami à la tête du Conseil constitutionnel. Merci Arsène Anoma, cher consultant. Nous allons marquer une courte pause. On revient juste dans quelques instants pour la seconde partie de cette émission. Nous parlerons bien sûr du PDCI RDA qui organise sa convention. Un seul nom sonne, son président Tidjane Thiam, candidat à la convention du parti. Sera-t-il le prochain candidat du parti à la présidentielle? Certainement, on en parlera dans un instant. À vous qui venez de nous prendre en marche, vous suivez Entre deux News. C'est du lundi au jeudi à partir de 19h50 sur Reflet TV, 208 sur le bouquet Canal+, ou sur les réseaux sociaux Facebook, Reflet TV, sur notre site internet www.reflet.tv, tout en minuscule. Alors cap maintenant sur le plus vieux parti de Côte d'Ivoire, le PDCI RDA, où un seul homme cristallise les attentes, mais aussi les suspicions. Son président, Tidjane Thiam, est le seul candidat à la convention du parti. L'ancien Akaramoko, une convention à candidat unique, est-ce vraiment une convention démocratique pour vous? Non, tout sauf que c'est tout sauf une convention démocratique. Vous savez, j'aime à le dire souvent, on connaît deux PDCI. Il y a eu le PDCI du Foué-Boigny, qui était un PDCI d'inclusion, et puis le PDCI de Bédié, qui est un PDCI d'exclusion. Souvenez-vous que Houphouët-Boigny, lorsqu'on a eu le multipartisme en 1990, a quand même accepté au sein du PDCI un courant qu'on appelait les rénovateurs. Pardon? Les rénovateurs, c'est sous Non, je suis désolé, c'était sous Houphouët-Boigny, la rénovation avait comme tête de file Jenny Kobina. Et quand Houphouët est mort en 1993, il fallait maintenant aller en 1994 à un congrès pour remplacer Houphouët-Boigny, à la tête du parti, bien sûr. Et c'est en ce moment-là que la rénovation avec les Jenny Kobina, les Kofi Michel Benoît, se sont sentis, je dirais, oui, ils ont voulu quand même, comme Houphouët avait accepté, faire part, n'est-ce pas, de leur idée novatrice afin que le PDCI, le vieux parti, puisse s'adapter aux réalités du multipartisme. On leur a refusé la parole. On leur a refusé la parole. Une fois, deux fois, trois fois, ils ont fait semblant de ne pas voir le doigt de Jenny Kobina. Et puis donc, ils sont passés dessus. Et c'est en ce moment. Dans la salle, Alassane Ouattara était présent, l'ancien Premier ministre. Dans la salle, Jenny Kobina était présent. Et donc, quand la parole leur a été refusée, voilà d'où est partie la création du RDR. Parce que frustrés qu'ils étaient, quand ils sont sortis de là, ils ont dit, bon, peut-être que le vieux est mort avec ce rassemblement qu'il voulait faire, avec cette innovation qu'il voulait quand même apporter au vieux parti. Alors, où voulez-vous en venir? Donc, je vais en venir qu'après la mort du Fouet, il n'y avait plus de dialogue au PDCI. C'était la pensée unique. Mais maintenant, il y a en 2020, pareil. Et en 2025, là, c'est ce que Bion va venir. Il va aller à cette convention pour aller faire quoi? Si les dés sont déjà pipés, il n'aura rien, il ne pourra pas s'exprimer. Donc, comme Kakabe, certainement en 2020, il ne va pas aller se faire humilier. Il ne va pas se faire humilier, donc il reste en retrait, mais toujours avec un point de mire, aller à une candidature indépendante. C'est ce qui se passe. Donc, c'est pourquoi les dés sont déjà pipés. On sait comment les choses vont se passer. Donc, ce n'est pas une convention démocratique, c'est une convention pour aller consacrer quelqu'un parce que tout est déjà verrouillé. Bien.
Peut-être que c'est le meilleur profil aussi au sein du parti. Non, pourquoi Billon aussi, c'est un profil. Bien. Nous sommes des observateurs. Alors, Billon aussi est certainement que répondez-vous à ceux qui disent que cette convention n'est pas démocratique? Il a fait tellement d'amalgame. J'ai pas fait d'amalgame. Confusion sur l'histoire du PDCI, mais je ne vais pas revenir dessus. Non, il faut expliquer, il faut éclairer. Le PDCI, on est là pour éclairer les Ivoiriens. Non, fait de confusion. Le PDCI tient sa convention. Parce que je lui rappelle que la bataille pour la succession au PDCI ne peut pas se jouer avec Ouattara et Bédié. Ce n'est pas possible. Personne n'a parlé de Ouattara. Non, il a dit Ouattara était dans la salle. Il était dans la salle, mais ce n'est pas lui qui a levé la main. C'est Jenny Komina. C'est pas le débat. Il faut clarifier les choses. Ce n'est pas le débat. Non, Asena Noma, non. C'est pas le débat. Il faut clarifier les choses. Voilà, c'est bien sûr le PDCI et sa convention. Une convention vue antidémocratique par certains. Non, à ceux qui parlent de verrouillage ou autre chose, je parle de responsabilité. Je leur oppose la responsabilité. Le PDCI, à 6 mois des élections, a fait le choix d'un parti solide, cohérent et rigoureux, qui a fait le choix de Tidjane Thiam parce que c'est l'homme qui, aujourd'hui, les bases l'ont choisi depuis l'élection de 2023 pour être 2024, pour être le président du parti à près de 80%. Aujourd'hui, quand on regarde le parcours de l'homme, ce parcours exceptionnel qu'il a eu au plan international, même au plan national, parce qu'il fut à 34 ans ministre du plan. Quand on a vu ce parcours-là, quand on connaît le mérite de cet homme-là, le PDCI n'avait pas meilleur cheval pour espérer revenir au pouvoir après 23 ans dans l'opposition que Tidjane Thiam. Et les bases l'ont compris. Elles ont fait le choix de ce candidat, de cet homme-là. Mais pour aller plus loin, Thiam a fait quoi? Il a supprimé il a levé toutes les barrières pour que quiconque veut être candidat puisse l'être. En point qu'il a levé tout ce qui était qui condamnait quiconque au sein du parti, afin qu'au cours de ce bureau politique qui a fait le choix de la convention, que tous viennent exprimer leur volonté, leur choix. On n'a vu personne. Si ce n'est ceux qui ont estimé qu'aujourd'hui, pour que le PDCI revienne au pouvoir, il n'avait qu'un seul choix, celui de Tidjane Thiam, qui, par sa vision, qui, par ses choix, qui, par son parcours international, est mieux indiqué pour amener le PDCI au pouvoir. Le PDCI n'est pas un parti de désordre. Le PDCI est un parti de cohérence. Quand tu veux partir du parti qui fait le choix antidémocratique, il regarde le RADP. Quand on soulève la main d'un candidat... Qui regarde le RADP ici? Non, il regarde le RADP. J'ai pas dit tu représentes le... Il regarde là-bas. Le RADP, c'est un parti démocratique. Le RADP, parce que quand il veut choisir le candidat, il n'y avait pas de convention. Non, attention. Le PDCI est le meilleur parti soviétique. Vous dites pas la vérité. Non, s'il te Sur plaît. ce point. On a vu en 2020, Non. quand ils ont soulevé la main de feu à Mamadou Koulibaly. Qu'est-ce qui s'est passé? Même chose est partie. Mabi est parti. Même le DICA est parti. Parce qu'il n'était pas content. Il n'y a pas eu de convention. Merci à vous. Alors, ça va. On vous a bien. Merci, Nassina Karamoko. Merci, Michel Bétard. Je conclue. Permettez que je conclue. Alors, parlez du sujet. Non, vous aurez l'occasion tout à l'heure. Allez-y. Au lieu des guerres intestines, le PDCI a choisi son candidat et je sais, parce que les élections se déroulent aujourd'hui jusqu'à demain, et je sais que les militants qui ne sont pas ignorants de ce que c'est que Tidjane Thiam, qui le connaissent mieux que quiconque, sauront faire le bon choix pour que le PDCI puisse revenir au pouvoir. Bien. Alors, Dr Ouattara, est-ce que ce choix unique de Tidjane Thiam est pour vous le signe du renouveau ou d'un verrouillage institutionnalisé? Bien. Il faut dire que selon les statuts du PDCI, en son article 93, la désignation du candidat du PDCI aux élections présidentielles se fait par une convention. Ce qui veut dire que le président élu au congrès du PDCI-RDA peut ne pas être le candidat désigné pour les élections présidentielles. Voilà. Donc, partant de ce fait, tout militant qui se sent capable d'être candidat à cette convention, alors la porte est ouverte. Maintenant, le fait que Thiam soit le président, Tidjane Thiam soit le seul candidat en liste, montre que peut-être qu'il fait l'unanimité au sein du PDCI. Et que, vu cela, les adversaires, comme Jean-Louis Billon, en premier, a vu que s'il s'opposait à lui à cette convention, peut-être qu'il serait humilié, ou bien peut-être qu'il sera lamentablement battu. Voilà pourquoi peut-être il s'est abstenu.
Bien. Voilà. Alors, Lansina Karamoko, oui. Que dit cette absence de compétition interne sur l'état de santé démocratique du PDCI-RDA? Mais il vous l'a dit, la démocratie au PDCI a été tuée à la mort du fouet. Je le dis, et pour rebondir rapidement, il a dit que être président du parti, enfin du PDCI, ne veut pas dire être candidat du parti à la présidentielle. Mais déjà, c'est annoncé au PDCI que c'est Thiam qui est le candidat. Ils n'ont pas attendu la convention. Ils ont fait des propositions. Oh, ils l'ont annoncé des partout. Ils ont fait des propositions. Ce sont les propos de militants fanatiques. Non, mais attention, laissez-moi finir de parler. Mais les propositions se font dans un cadre statutaire. Et le cadre statutaire, c'est la convention ou le congrès. Mais c'est en dehors de tout cela qu'ils ont déjà fait des propositions. Et c'est sorti de la bouche de qui? Pour vous, il y a une violation donc, des textes. Il y a une violation des textes depuis longtemps. Et c'est ce qui a offusqué, certainement, Billon. Mais on sort, il est président du parti, ok. Mais déjà, de la bouche des hommes les plus importants, sortent de la bouche des hommes les plus importants qui disent que notre candidat naturel, et ils le disent à tous les meetings. Non, c'est une motion qui est sortie du congrès. Merci Lansina Karamoko. Arsène Anoma, on se pose aussi cette question. Pourquoi les grandes figures internes du parti se sont effacées ou tues? Telles que Guy Kawé et bien d'autres personnalités du parti, Thierry Tano qui ne parlent pas également. Moi, je dirais que l'entrée d'étudiants Thiam au sein du PDCI a fait régresser la démocratie au PDCI. Parce que aujourd'hui, la classe dirigeante du PDCI prend prétexte du parcours de Thiam, qui est respectable, pour éviter qu'on parle des bourdes, de ces manquements qu'il est en train de créer actuellement à la tête du PDCI, et qui lui sont préjudiciables et qui lui seront préjudiciables demain. Aujourd'hui, si vous voyez une personnalité comme Billon, qui a refusé même de candidater, qui a refusé même d'être au congrès électif, où tout avait été verrouillé pour que Thiam soit le candidat et le président élu et le candidat désigné du PDCI. C'est pour dire que tout était verrouillé. Mais regardez, on sort du congrès le 5. Le 5. On sort du bureau politique le 5. On programme la convention le 16. On va au pas de charge pour annoncer le dépôt des candidatures. Alors que ce même président du PDCI, le ministre Thiam, avait tantôt dit qu'il allait attendre que les RHDP tiennent son congrès avant lui. Sans quoi voir? Attends, non mais c'est responsable. Il a dit, il a affirmé, les preuves sont là, les vidéos sont là, il a affirmé qu'il allait attendre que le RHDP tienne son congrès avant que lui, le PDCI, ne tienne sa convention pour désigner son candidat. Brusquement, il n'attend plus que le RHDP désigne son candidat, il s'empresse d'aller à un bureau politique, de convoquer une convention où il est le seul candidat. Mais tout ça va en droite ligne du fait qu'on fixe la convention le 16. Moi, je pense, parce que le 24, il y a une militante convaincue du PDCI, qui est Mme Valérie Yapo, et M. Beta, qui est là, ne pourra pas faire un jeu à cette dame de dire que lui, il est plus militant que cette dame, parce qu'elle a fait toutes ses classes en 2020. Mais c'est Michel Beta. C'est Michel Beta. Oui, mais en 2020, cette dame a été arrêtée au siège du PDCI. Et c'est une militante convaincue. Guikawe a été arrêté. Au moins, elle était là. Qui a été arrêté. Donc, au moins, vous reconnaissez que cette dame-là n'est pas manipulée. Et elle était là. Donc, ce sont les incohérences de Thiam qui font qu'aujourd'hui, il se retrouve être seul candidat à la tête du PDCI. Bien. Alors, Michel Beta, est-ce que le PDCI-RDA peut espérer rassembler l'électorat ivoirien avec une image aussi verrouillée de son président? Verrouillé? Oui. Mais j'ai répondu. J'ai dit que le PDCI a fait le choix de la responsabilité, de la cohérence et pas de celui de la dispersion. Est-ce que c'est une première au PDCI? Oui, d'avoir un seul candidat à une convention.
Oui. Ce n'est pas une première. Il y a eu plusieurs conventions où il y a eu un seul candidat. La convention qui a désigné Bédié candidat en 2020, il y avait Bédié ceux qui étaient le candidat. Mais c'est parce qu'on avait exclu Non, s'il te KKP. plaît, on ne l'a pas exclu. Il y a des conditions. On l'a exclu. Il y a des conditions d'éligibilité. Bon, donc, je vais dire simplement qu'aujourd'hui, le PDCI est dans une dynamique. Le PDCI, le porte-parole du PDCI le dit souvent, et je pense que vous devez le noter pour dire. Il dit que le PDCI n'a jamais été proche de la reconquête du pouvoir qu'en cette année 2025. Et il a mesuré la portée de ce qu'il dit parce que quand il regarde le profil de son président, avec son large potentiel international, sa connaissance, ce n'est pas un homme de slogans, c'est un homme de plans, de résultats. Il a montré en Côte d'Ivoire. Depuis qu'il a été ministre du Plan et on connaît tous ses faits. Il a été DG du BNET et on connaît ses faits. Donc c'est pour dire que le PDCI veut être en 2025, à la présidentielle 2025, en sachant qu'il va compétir pour reconquérir le pouvoir. Et c'est ça qui fait que les militants, dans cette dynamique-là, veulent aller à pas rapidement à l'essentiel. On ne va pas faire le choix de dire, mais aujourd'hui, le PDCI, on connaît qui sera le candidat du PDCI, que les autres apportent leur candidat, parce qu'on ne connaît pas le candidat des autres. Aujourd'hui, le PDCI... Vous parlez de qui? De ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir. On ne connaît pas leur candidat. On ne connaît pas leur candidat. Jusqu'ici, ils n'ont pas de candidat. Aujourd'hui, le PDCI a fait le choix de son candidat parce qu'il veut aller reconquérir le pouvoir. Et je pense qu'avec Thiam, ils ont fait le bon choix. Bien, docteur Ouattara. Vous savez, tout ce qu'on dit, c'est bien beau. Tout ce qu'il vient de dire M. Beta, c'est bien beau. En fait, au PDCI, aujourd'hui, tout porte à croire que c'est le président Thiam qui est le meilleur profil, vu son parcours scolaire, son parcours professionnel. Sa vision technocrate. Laissez-moi finir. Son background, tout ça, son carnet d'adresse, tout ça, c'est bien beau. C'est bien de prendre un candidat qu'on peut facilement vendre au niveau national. Mais en faisant cela, le PDCI a péché, gravement même. En son article 41, il a dit que pour être président au Congrès, pour être candidat, pour prendre la tête du PDCI RDA, 2 points, premier tiret, il faut être ivoirien. Le président Thiam, avant d'être... Non, le président Thiam, à ce congrès, il était encore français. Il avait une double nationalité. Il avait une double nationalité. Ou est-ce qu'il était français? Non, voilà. la Côte d'Ivoire ne reconnaît pas la double nationalité, au fait. Quand tu prends une nationalité étrangère, tu perds d'office la nationalité ivoirienne. Oui. Non, ça c'est dans ton esprit. On n'y va pas à pas. On n'y va pas à pas. Quel est le lien entre la nationalité de Thiam et la convention qui se tient aujourd'hui? C'est ce que je suis en train de vous dire. Je viens, c'est un exposé. On part d'un point A jusqu'à un point Z. Donc j'en viens. Donc le monsieur, il renonce à sa nationalité. Mais quand tu renonces à la nationalité étrangère, est-ce que la loi ivoirienne stipule que quand tu renonces à la nationalité étrangère, tu recouvres automatiquement la nationalité ivoirienne ou bien tu suis une procédure avant de recouvrer cette nationalité? Alors que dit Parce la loi qu'aujourd'hui, écoutez-moi, aujourd'hui, le président Thiam peine à avoir un certificat de nationalité. Ce qui veut dire qu'il n'a même pas pu déposer sa candidature, il n'a même pas pu déposer sa candidature pour cette informations seront vérifiées. Donc, on n'y va pas d'à On n'y va pas d'à pas. Alors, pour déposer ta candidature, il faut avoir des papiers. Tu n'as pas de certificat de nationalité. Tu fais comment pour déposer la candidature? Il n'a pas de certificat de nationalité. Attendez. Non, tu sais qu'il n'a pas de certificat de nationalité. Il peine à avoir ce certificat de nationalité. On n'y va pas d'à pas. On va aller rapidement. On vous reste 30 secondes pour terminer. D'accord, on n'y va pas d'à pas. Donc, du coup, le problème, c'est que on veut bien faire la chose, mais en voulant bien faire la chose, on met la charrue avant les bœufs. Voilà, c'est un peu dommage pour le PDCI. Oui, sinon, je veux te rassurer, il a son certificat de nationalité. Parce qu'il a le passeport ivoirien. Je crois que là où le docteur Daouda Ouattara a chuté, c'est là que c'est une nouvelle. Le PDCI se précipite parce qu'ils savent que leur champion est dans le faux totalement. Il faut peut-être impressionner les gens ou bien alors voler les... Oui, il est dans le faux comment? Actuellement, laissez-moi parler. Aide-nous à savoir. Mais voilà, laissez-moi parler. Actuellement, est-ce que la délivrance de son certificat de nationalité ivoirienne n'est pas suspendue? Tout le monde sait que c'est suspendu. Attends, pourquoi on suspend? Est-ce que si vous,
Michel Beta, vous allez aujourd'hui au tribunal d'Abidjan pour aller demander un certificat de nationalité. Est-ce qu'on ne va pas vous le donner rapidement? Monsieur Kaboko, je vais t'aider. Monsieur Ouattara a eu son certificat de nationalité suspendu. Monsieur Ouattara a eu son certificat de nationalité suspendu. Non, mais arrêtons. Écoutez-moi, vous aurez l'occasion dans un instant. Vous aurez l'occasion. Allez-y rapidement. Voilà, 5 secondes. À la date d'aujourd'hui, c'est la délivrance du certificat de nationalité de Thiam qui est suspendu parce qu'il y a un problème pendant en justice le concernant. Mais il a un certificat de nationalité. Mais c'est lui. Donc les gars, je conclue. Merci, Donc les gars se précipitent, pensant impressionner les décideurs en ce qui concerne le cas de Thiam. Bien, merci. Sinon, pour le moment, il n'est pas ivoirien. Alors, Arsène Anoma d'abord et puis après Michel Beta. Alors, donc, est-ce que pour vous, le candidat du PDC-RDA ne remplit pas les conditions pour être candidat? Non, mais M. Sidik, le PDCI est victime du matriarcat qui a été institué comme règle de gouvernance à son sein, au Thiam. Le PDCI sait en son âme et conscience qu'actuellement, son président, d'abord, il a été élu sur la base du faux, parce qu'au moment où il était élu, il était français. Il a renoncé à sa nationalité française bien après son élection, parce qu'il a acquis la nationalité française. Mais que gagnerait le parti à choisir un candidat qui n'est pas éligible? Je viens. Il a été naturalisé à 25 ans, en étant conscient, et cette naturalisation-là, qui a été acceptée par lui a fait perdre la nationalité ivoirienne. Donc, après sa rénonciation, il faut qu'il retrouve cette nationalité ivoirienne-là. Au moment où il était élu président du PDCI, il n'était pas français. Et c'est justement ce que Mme Valérie Yapo reproche à la direction actuelle du PDCI et conteste l'élection du président Thiam. Et c'est parce qu'ils savent qu'il y a le jugement sur le fond de la plainte de Mme Valérie Yapo le 24 avril, qu'ils se précipitent pour organiser la convention le 16 avril afin de désigner Thiam candidat officiel du PDCI et espérer mettre la pression sur le pouvoir pour forcer la main au pouvoir. Mais cela ne passera pas. Merci Arsène Anoma. Maintenant Michel Beta, mais un instant, voici toute l'importance de répondre aux invitations. Nous avons envoyé il y a quelques jours, bien avant cette émission, une invitation au service communication du PDCI RDA pour participer à cette émission sur la convention du parti. Malheureusement, le parti n'a pas répondu favorablement à cette invitation. Il ne peut pas venir. Chers téléspectateurs, Michel Beta, réaction. Non, vous savez, ces gens de confusion-là, ce discours, il était déjà entendu. Le discours de Thiam n'est pas ivoirien, l'a dit de Ouattara n'est pas ivoirien. On parle de Thiam, vous parlez du président Ouattara. Mais je vais dire que c'est pas nouveau. La Côte d'Ivoire, quand on parle de la Côte d'Ivoire, regardons le miroir. Regardons dans le rétroviseur. Qui s'exprime, s'il vous plaît? Je n'ai pas dit que Thiam n'est pas le président Ouattara, il n'a jamais revendiqué. Mais je veux dire simplement que ce discours-là, on l'a déjà entendu. Mais moi, je veux laisser le soin à nos institutions. Que sont le Conseil constitutionnel? Que sont la CEI? De décider de ce qui est juridiquement légal pour qu'on aille aux élections. Mais ce n'est pas ma question. Aujourd'hui, le PDCI a choisi son président. Je mets quiconque au défi, surtout ceux du pouvoir, de choisir leur candidat. De fois qu'on puisse compétir. Parce que les Ivoiriens ont besoin de vrais problèmes. Le président, je l'ai dit, le président du PDCI, il n'est pas dans les slogans, il est dans les plans, dans les chiffres et dans les résultats. Il a parlé de l'IDH. Il a parlé des questions qui concernent la vie des Ivoiriens. Et les Ivoiriens étaient sensibles à ces questions-là. C'est de ça qu'on veut parler. On ne veut pas parler de nationalité. Nationalité qui, on se souvient, nationalité qui, on se souvient, était la parole d'un pays de droit. Non, mais s'il n'est pas ivoirien, il n'est pas ivoirien. Il n'est pas ivoirien, là. Ça me fait tellement sourire. Parce que quand ça vient des gars qui sont proches du RDP, j'en souris. Parce que je sais ce que ça veut dire. Mais je vais conclure par là. Je dis, vraiment, c'est dit que tu nous donnes l'occasion de parler de la vie des Ivoiriens, de la vie de la Côte d'Ivoire, de la nation ivoirienne. Moi, je veux qu'on aborde les vrais sujets qui concernent les Ivoiriens. Dire que quelqu'un n'est pas ivoirien sur un plateau, c'est trop de prudence. Toi-même, tu n'es pas ivoirien. Ah bon, voilà, tu as vu, c'est tellement facile. Tu as vu, c'est tellement facile d'accuser. Merci. C'est tellement facile d'accuser. C'est la dernière question pour vous. Est-ce que cette convention renforce Tidiane Thiam face au RHDP ou le rend encore plus vulnérable?
Tout à l'heure, je viens, tout à l'heure... Non, il faut répondre, on n'a pas assez de temps, avec 30 secondes. Non, en fait, pour Répondez moi, à la question. Monsieur Tidjane, le président Thiam est déjà fragilisé du fait des conditions douteuses de son élection à la tête du PDCI. C'est pas moi qui le dis. Mais c'est le PDCI a quel intérêt à choisir Je vous ai fait un développement assez clair tout à l'heure. Lequel? Le PDCI va au pas de charge pour désigner le président Thiam comme candidat du PDCI le 16, avant le rendu de la plainte de Dame Valérie Lapo le 24. Vous êtes en train de dire que Tidjane Thiam est en train de tromper le PDCI RDA. Mais puisqu'il a déjà trompé le PDCI, puisqu'il s'est fait élire à la tête du PDCI RDA en étant français. Et puis tout à l'heure, M. Betta s'est félicité du fait que Kakabe avait été exclu à une élection PDCI parce qu'il ne remplissait pas les conditions. Mais ici, il s'est satisfait du fait qu'il y a des conditions. Je lui rappelle aussi que pour être candidat à la présidence de la Côte d'Ivoire, il faut remplir des conditions. Pour être à la tête des partis, il faut remplir des conditions. Celui, quel que soit son background, qui ne remplit pas les conditions au vu de nos lois, va tomber sous le coup de nos lois ivoiriennes. Merci. Oui. Docteur Ouattara, oui. Est-ce que cette convention renforce Tidjane Thiam face au RHDP? D'accord, bien. D'une part, cette convention... Vous n'avez que 45 secondes pour terminer. Bon, d'une part, cette convention renforce encore plus sa puissance ou bien sa force vis-à-vis du RHDP parce qu'il a tout le PDCI, tout l'appareil du PDCI avec lui. Désormais, il est le candidat du PDCI. Bon, donc, on attend la fin de la convention. Bon, mais puisqu'il est le candidat unique, puisqu'il est le candidat, il est le candidat, il est le seul candidat. Il est le seul candidat. Il sera plébiscité, ça c'est sûr, et même certain. Donc, il va devenir, c'est une force qu'il aura avec lui, avec tout l'appareil. Merci, docteur Lassina Karamoko. Oui, oui, ça peut renforcer Thiam, mais en même temps, ça fragilise le PDCI. Pourquoi? Thiam sait désormais qu'il a les structures du parti PDCI avec lui. Mais en même temps, le PDCI sait qu'ils vont aller à des élections présidentielles divisées. Donc Thiam fragilise, il renforce sa position au PDCI, mais il fragilise le PDCI. Parce que quoi qu'on dise, Dion, même si c'est 100 personnes, mais c'est 200 personnes, mais c'est un millier de personnes, il va les entraîner avec lui. Merci, Lassina Karamoko. Michel Betta, pour terminer là. Bon, je veux vraiment dire aux uns aux autres. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, le PDCI est en train d'achever sa convention qui va désigner son candidat. Mais pour ceux qui pensent que c'est un verrouillage, je dis que c'est dans leur esprit. Parce qu'ils n'ont pas vu le vent nouveau que le PDCI qui souffre sur la Côte d'Ivoire avec Tidjane Thiam. Ce vent nouveau que même ces mains du RHDP sont en train de donner... C'est un vent nouveau qu'on aurait voulu être construit sur du vrai. Non, s'il te plaît. Le vent nouveau est construit sur du faux. Merci, chers consultants. C'est malheureusement la fin de cette partie. Place maintenant au carton rouge. Le premier carton rouge de cette émission avec Lassina Karamoko. Mon carton rouge s'adresse particulièrement au PPACI et au PDCI. Les Ivoiriens n'ont pas besoin qu'ils, de par leur façon de se conduire, exacerber, n'est-ce pas, l'ambiance qui semble déjà délétère. C'est retirer de la CEI alors qu'ils ont validé de par leurs représentants toute la procédure, tout le programme, tout le planning et donner l'impression que c'est maintenant qu'eux ils voient clair parce qu'à 6 mois des élections, ils n'ont peut-être pas obtenu, eux particulièrement, ce qu'ils souhaitent, se retirer de la CEI. Il faut qu'ils quand même respectent les Ivoiriens, qu'ils aient pitié des Ivoiriens. Allons à ces élections et puis le meilleur va l'emporter. Merci. Voilà. Arsène Anoma, carton rouge. Moi, mon carton rouge, c'est à l'endroit de certaines associations religieuses, chefs religieux, qui par moments tirent sur la CEI comme les partis politiques. J'estime qu'en tant que guide religieux, il devrait plutôt appeler à l'apaisement, au rassemblement, appeler à l'écoute, au lieu de prendre parfois des positions radicales. Et c'est en cela que je salue la rencontre aujourd'hui entre le président de la CEI et les différents guides religieux qui a permis d'aplanir les différends
et de faire comprendre à tout un chacun que la CEI n'est l'ennemi de personne, mais qu'elle est là pour organiser les élections pour tous les Ivoiriens, afin que le vainqueur puisse appeler le vaincu puisse appeler le vainqueur, que la Côte d'Ivoire vive sa démocratie en paix. Merci, Dr Ouattara. Carton rouge. Alors, moi, mon carton rouge va à l'endroit des juristes. Parce que nous sommes en période électorale. Alors, que les juristes fassent leur travail. Mais ce carton rouge particulièrement aux juristes véreux qui vont interpréter la loi ivoirienne ou bien la constitution ivoirienne selon leurs pensées. Et puis créer des conflits post-électoraux. Carton rouge à ces Merci Michel Betta, carton rouge. Oui, moi mon carton rouge s'adresse particulièrement aux guides religieux. On a pu suivre un peu beaucoup d'interventions, mais je pense que c'était beaucoup ont fait des incantations, au lieu de faire des interventions pour envoyer les Ivoiriens aller à la paix ou aller à une élection inclusive. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que la responsabilité de ces élections-là nous incombe tous. Et on ne peut pas laisser ces élections qu'ils ont tous des élections aux ordres, une CEI aux ordres du parti au pouvoir, avec des exclusions prévisibles pour certains candidats, aller se conduire ces choses-là ainsi et s'étonner après qu'il y a une crise post-électorale. Il faut dire la vérité au président de la CEI pour qu'il porte leur parole auprès de ses mandats, pour qu'ils changent des choses, pour qu'ils réforment la CEI pour le bien-être des Ivoiriens et le bien-être de ces élections. Merci Michel Betta, merci cher consultant. Place maintenant aux chiffres du jour. Ici, nous mettons en avant un chiffre en rapport avec l'actualité nationale ou internationale. Le chiffre du jour, c'est 6. Dans le cadre de l'opération gouvernementale intitulée Zéro clinique illégale à l'horizon 2025, la direction des établissements privés et professionnels sanitaires a accentué ses opérations de contrôle et de répression sur l'ensemble du district autonome d'Abidjan. Bilan de cette intensification, 6 établissements de santé ont été contraints de fermer leurs portes les 18, 19 et 20 mars dernier en raison de graves manquements aux normes sanitaires en vigueur. Quels commentaires faites-vous, chers consultants, suite à la fermeture de ces 6 centres de santé? D'abord, Arsène Anoma. Non, mais moi, c'est une action que je salue et ça va en droite ligne de l'action exemplaire du ministre de la Santé qui, depuis sa prise de fonction à la tête de cet établissement, de ce département-là, fait du très bon boulot qui est salué de façon unanime par tout le monde. Et effectivement, il a décidé de faire en sorte que le domaine de la santé en Côte d'Ivoire soit rehaussé. Et il a décidé de lutter contre les établissements sanitaires clandestins. Et il ne se passe pas de mois sans que les cliniques illégales, les exercices illégaux de la profession médicale. Merci Arsène Anoma. Docteur Ouattara, réaction 30 secondes sur ce sujet. Bien, je pense un commentaire. Voilà. C'est une action salutaire puisque le milieu sanitaire ivoirien est un peu délicat. Le milieu sanitaire ivoirien est un peu délicat parce que les gens s'installent de façon anarchique, surtout dans les quartiers d'extension. Par exemple, pour cette opération, à Port-Boué, il y a eu 4 cliniques fermées, à Biétry, une clinique, et puis à Angré, une clinique. Mais vous voyez le chiffre 4 à Port-Boué parce que ça se faisait à Benekosso, à Nani, c'est-à-dire les quartiers faubourgs, les quartiers autour de Port-Boué. Alors, ce sont des quartiers qui n'ont pas de centre de santé. Donc, du coup, monsieur tout le monde installe des cliniques passe-partout, des cliniques bénévoles qu'il faut arrêter. Merci. Qui n'ont pas de... Karamoko, 30 secondes commentaire sur ce chiffre rapidement. Oui, mon commentaire indique de façon très claire que le gouvernement, c'est la preuve que le gouvernement du président Alassane Ouattara est préoccupé, n'est-ce pas, de tout ce qui touche à la santé des populations. Donc c'est un geste à saluer parce que ces cliniques finalement font plus de mal que de bien. Merci. Voilà, que de bien. Bon, pour ne pas saluer ces genres d'actions, il faut les saluer, mais surtout moi je pense qu'il faut accompagner plus même ces cliniques-là à devenir des cliniques, je dis, plus commodes, plus adaptées aux besoins sanitaires de nos populations. Donc il faut que l'État, au-delà de fermer, accompagne ces privés-là
dans leur volonté d'exercice de ce métier-là. Soit les accompagner par la formation, les accompagner par les moyens, pour que ceux-ci aussi puissent exercer cette profession qui, je pense, ils l'exercent dans tout, peut-être légalement, ou bien sans certains moyens, il faut les accompagner pour que cela se fasse dans la légalité et en toute transparence. Merci à vous. Entre le dialogue spirituel et l'unanimisme partisan, c'est la qualité de notre démocratie qui est interrogée ce soir. Car dans les deux cas, c'est de représentativité, de légitimité ou de vérité politique qu'il s'agit. Merci à nos 4 consultants du jour pour leurs éclaircissements, leur éclairage et leur rigueur intellectuelle. Michel Bétard, journaliste directeur général du quotidien Le Bélier. Merci à vous, Dr Ouattara, analyste politique, Lansina Karamoko, analyste politique, et Arsène Anoma, analyste politique également. Merci, chers consultants. Rendez-vous est pris donc pour demain pour un autre numéro de Entre deux News. C'est la fin de ce numéro du soir. Continuez de penser, d'interroger et de douter, car la démocratie, c'est aussi cela, l'exercice critique permanent. Excellente soirée sur Reflet TV. Bonsoir.